اوضح ليه هو تحب نعديه يحكي معه شوي يحكي معه شوي يقول له اخويا. Aslama, ici Piero San Giorgio en Tunisie. Magnifique. Alors Pierrot, Bonjour Hichem. bonjour. Tu es mon éditeur en langue arabe. Oui, Nous sommes ici à Sidi Bou Saïd, pas loin de Carthage, immense civilisation, et de Tunis, capitale de la Tunisie. oui. Pourquoi tu as voulu traduire mon livre en langue arabe? Ce qui m'a interpellé en fait, parce que nous sommes un peu en rupture par rapport à ce qui se passe. Quand on voit un tout petit peu le survivalisme aux États-Unis, on dit c'est du folklore, ça va pas arriver, ça n'arrive qu'aux autres, etc. Comme nous sommes un peuple méditerranéen et musulman en plus, on dit c'est la fatalité, c'est la baraka, on peut s'en sortir, etc. Mais Maktoub. Maktoub. Quand j'ai lu les premières pages de ton livre, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est du sérieux là. Là, c'est du béton. Parce que tu donnes des chiffres en profondeur. Et comme j'aime un tout petit peu les chiffres, etc., pour avoir fait des comparaisons entre pays, États, etc., je me suis dit, ah, là, pour mon peuple, pour la Tunisie, je vais peut-être les déranger, je vais leur faire peur, mais il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Voilà, ça. Et la machine, bien sûr, à travers notre grand cheikh Amran Nazar Hossein, que je publie, j'édite et je traduis de l'anglais vers le français aussi. Et puisque tu l'as rencontré, je me suis dit, c'est Pierrot que je veux. Voilà. C'est mon ami Pierrot, voilà. Comment la Tunisie, et c'est le thème de cette vidéo que je voulais faire avec toi, comment la Tunisie va s'en sortir ou pas, mais on va faire tout en sorte pour que ce soit le cas. Comment elle peut s'en sortir dans cet effondrement économique qui arrive? Je pense que on va tous y passer, on va ressentir très très profondément un peu cet effondrement. Mais vu le caractère résilient du Tunisien, parce qu'on est passé quand même, notre histoire, elle peut en témoigner, on est toujours sorti indemne des plus grandes catastrophes ou des annexions ou des guerres, etc. Donc, vu la petitesse, on n'a pas de richesse, on peut revenir un tout petit peu à ce que nos parents, nos arrière-parents nous ont appris parce qu'ils ont vécu la guerre, etc. Donc nous avons quelques repères traditionnels qui vont nous permettre de faire face le plus longtemps possible. Mais aussi, après la révolution tunisienne, je pense qu'il y a eu quand même un relationnel qui s'est développé tout au début dans la pas dans la cohérence ni de la cohésion, mais maintenant je crois on a trouvé notre petit bonhomme de chemin, et je pense qu'avec notre petit repère on peut peut-être pas s'en sortir, mais on peut résister mieux que les autres. Chaque peuple, chaque nation a des avantages, des inconvénients, des atouts, des faiblesses. Comment tu verrais le peuple, les mentalités de Tunisie, toujours dans le cadre de cet effondrement possible qui arrive? Oui. Où sont les avantages, les inconvénients, les faiblesses, les forces? Alors, pour un peuple, nous sommes un peuple. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas de clivage entre nous. On l'a vu aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui. Nous sommes le 29. Nous sommes le 29 Oui. aujourd'hui. En ce moment même, à Tunis, il y a une marche de plusieurs centaines de milliers de personnes, au moins, Oui. en solidarité face aux attaques terroristes de la semaine dernière au Bardo. On sent qu'il y a cette volonté farouche ici, on sent encore qu'on est dans une nation. Oui, il y a quand même une solidarité, hein, qu'on le veuille ou non, mais il y a une grande solidarité malgré un tout petit peu nos querelles intestines. Et puis, parce que si Bourguiba, je lui reconnais un peu un effort qui a été fait, je ne suis pas du tout bourguibiste jusqu'à la moelle épinière, mais en tout cas, il a éliminé toute cette velléité de tribal. Donc on n'a plus de ce clivage tribal, très très peu. Ce qui fait qu'il y a un retour rapide en cas de crise, un retour rapide vers le quartier, vers la famille, vers l'ami, etc.
Pour exemple, Pierrot, quand il y a eu la révolution, c'était un peu l'État qui s'est éclaté. Donc on n'a plus de rouage de l'État, les flics étaient débordés, il y a eu des assassinats, etc. Heureusement que les militaires étaient là pour persuader et dissuader, mais il y a eu un élan de solidarité extraordinaire dans tous les quartiers où on s'offrait du café, on ne dormait pas, on assurait un peu une surveillance pendant des journées, des nuits, etc. Les parkings étaient préservés, il y avait des bâtons, on usait de n'importe quelle arme un tout petit peu de fortune pour préserver notre quartier. Il y avait une femme que j'ai jamais vue, elle habitait dans mon appartement. J'ai découvert qu'elle était une femme, très très belle femme, je ne l'ai jamais vue, elle nous préparait le thé, le café, elle nous a ramené à manger pendant toutes les longues nuits où nous avons assuré un peu la surveillance. Quant aux faiblesses? Les faiblesses, nous sommes un peuple qui déprime très très vite. Nous avons une jeunesse diplômée qui est dans le désespoir, nous sommes dans un monde d'évidence aujourd'hui. Et c'est des gens qui n'ont plus de rêve. Le rêve, c'est ailleurs. Malheureusement, le rêve, c'est en Occident. Et d'ailleurs, l'Occident va s'ébranler, va s'éventrer bien avant nous. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est cette naïveté un tout petit peu qui est restée à cause de notre éducation, peut-être à cause de notre système éducationnel qui n'a pas pu absorber les diplômés et les jeunes diplômés, à cause bien sûr des banques, du système bancaire qui n'encourage pas un taux zéro pour les initiatives privées et des petits jeunes, pour les encourager à faire leurs micro-projets, etc. Ça, c'est une grande faiblesse. On est très très vite. Dans la boxe, Pierrot, parfois il y a un nom qui sort, on va boxer contre Cassius Clay. Donc on tombe avant de recevoir le coup. Et je pense que c'est ça notre faiblesse, c'est qu'on peut tomber avant de recevoir le coup. Et ça, c'est malheureux pour nous et pour notre jeunesse probablement. On parlait tout à l'heure de la dépendance finalement des exportations de la Tunisie vers l'Europe. Oui. Or, si l'effondrement économique, comme je pense, arrive, entre les États-Unis et l'Europe qui s'effondre, il y a énormément de production en Tunisie, donc d'emplois qui ne pourront plus être maintenus. Oui. Comment vous allez vous organiser? Enfin, comment tu penses que mon livre peut donner des idées pour que les gens se réorganisent pour justement cette autonomie et cette subsistance? Alors, ce que je retiens de ton livre, c'est qu'il ne faut jamais être dépendant de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Il faut essayer de travailler un tout petit peu pour avoir une autonomie, mais il faut anticiper, il faut être visionnaire. Malheureusement, je ne sais pas quelle est la main invisible qui ne nous a pas laissé construire ce Maghreb, ce grand Maghreb probablement qui peut nous aider tout au moins à avoir de la spécialisation parce que nous sommes en train de se cannibaliser avec le Maroc, et je ne sais pas pourquoi, sur le tourisme, sur le phosphate, etc. Et probablement, il faut repenser un tout petit peu d'abord le Maghreb pour qu'on soit plus intelligent et d'aller chercher, de conquérir de nouveaux marchés. La Chine, par exemple, pourquoi avoir honte on reçoit des produits chinois, l'artisanat, il est complètement... C'est fini, l'artisanat tunisien, ce n'est plus comme avant. Il y a une partie qui reste à Carouan, etc. Mais si on reçoit des produits chinois, on peut essayer de conquérir de nouveaux marchés. On n'a pas le choix. On n'a pas de ressources, on a de l'intelligence, on a du know-how, on a des compétences et du talent. Je pense qu'il faudrait dès maintenant diversifier. Il ne faut pas mettre les œufs dans un même panier. Il faut diversifier notre balance commerciale et nos actions commerciales et économiques. C'est le seul salut de la Tunisie, à mon avis. La population tunisienne, et ce sont des grands commerçants, des grands voyageurs dans l'histoire. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers, probablement des millions de Tunisiens en Europe, entre l'Italie et la France surtout, et même en Suisse. Est-ce que, pour une partie d'entre eux, pas tout le monde probablement, mais une partie d'entre eux, est-ce qu'il y a des opportunités de retour en Tunisie? Je pense que c'est une très très bonne question. Et puisque je te reconnais une chose, Pierrot, mais comme tu sais, je ne jette pas de fleurs, c'est que tu vas chercher les causes. Dans tout ce que j'ai lu, c'était ces 509 pages en arabe, etc. Donc on cherche les causes, les vraies causes. Au fait, la cause, pourquoi ils sont partis? Et pour quelles raisons? S'ils voulaient chercher la démocratie, on commence à la voir, elle est balbutiante, on l'a.
Il y a un système qui voudrait implanter, il y a des investissements, on a besoin de ces ressources, mais il faut leur assurer le bon retour, parce que sinon ils peuvent être étrangers en Tunisie comme ils sont considérés comme des immigrés en Europe, en France, etc. C'est pas des Français de souche, parce que il y a le délit de faciès, il y a pas mal de connotations négatives, il y a l'extrême droite qui est en train de bouger un peu partout. Non, ils seront les bienvenus dans la mesure où ils doivent construire ensemble, on doit construire une nouvelle Tunisie. Beaucoup de Tunisiens vivent en Italie. Moi, je vois très très peu de différences culturelles entre l'Italie méditerranéenne que je connais et dont je viens et la Tunisie. C'est pour ça que j'ai toujours été très à l'aise en Tunisie et que c'est un pays que j'aime beaucoup. Quand tu parles de Grand Maghreb, et si une des solutions géostratégiques, c'était une grande Méditerranée? C'est extraordinaire, c'est un rêve. D'ailleurs, moi, quand je parle un tout petit peu, comment dire, la langue de bois, on parle du Maghreb, etc. Mais finalement, un Italien, il est plus proche d'un Tunisien qu'un Lituanien ou qu'un... n'est-ce pas? C'est vrai. Donc pourquoi il y a ces croisades qui restent dans nos esprits? Moi, je suis beaucoup plus proche d'un Italien, d'un Maltais, du sud de la France. On est beaucoup plus proches, on a pratiquement les mêmes familles, les valeurs, etc. L'Italien, la scopa, on joue la scopa, nous avons appris à jouer. Et on leur a donné, on parle italien, on a les mêmes... les plats gastronomiques sont pratiquement les mêmes. Vous avez grandi en regardant la RAI. La RAI, il y a la plus belle femme, je me rappelle, qu'est-ce qu'on a regardé cette femme sur la RAI, noir et blanc, belle, là, ou comment elle s'appelle, j'ai oublié, mais en tout cas, on en garde d'excellents souvenirs. Et on parle italien, on aime l'Italie. Mais malheureusement, il y a une coupure politique, etc. Je ne sais pas qui a décidé de ça, parce que la Méditerranée, on aurait été un havre de paix extraordinaire en Méditerranée, parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes choses les mêmes valeurs qu'on peut défendre et peuvent aller très très loin ensemble. Tunisie, une base autonome durable d'ici la fin de ce siècle? Ah, je pense que d'abord on l'est pas, mais parce qu'on est victime un tout petit peu de l'exode rural. Pierrot, quand il y a eu la civilisation, les années 70, on appelle l'âge d'or de la Tunisie, tout le monde vient à la capitale pour chercher du travail. Aujourd'hui, ce que je recommence, ce que j'ai appris, ma leçon en lisant ton livre, c'est l'exode à l'envers. Donc, on va essayer d'aller chercher les fermes, etc. Je pense que si on se décomplexe par rapport aux technologies, par rapport au luxe qu'on vit dans la capitale qui est surpeuplée, le retour vers la terre, vers la ferme, vers nos origines, nous avons été le grenier de Rome. Oui. C'est l'agriculture, c'est pas autre chose. Quand je vois un tout petit peu la Turquie, comment ils font pour l'agriculture, à peu près ils ont le même pourcentage que nous dans le PIB. Nous sommes à 11,5, ils sont à 11, nous sommes à 13. Donc il faut revenir à la terre. C'est la terre qui va nous donner la possibilité d'instaurer cette base autonome durable. Inch'Allah. Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci Pierrot, tu es chez toi.